Bonjour. Bien sûr, un vrai compliment fait toujours plaisir. Mais attention, si les propos tenus vous mettent mal à l'aise ou vous donnent un sentiment d'insécurité, si c'est intrusif, il s'agit alors peut-être de harcèlement de rue. C'est une violence insidieuse, une main aux fesses, un regard qui déshabille ou des propos sur le physique. Nous abordons aujourd'hui ce phénomène dont on parle de plus en plus, qui est courant, mais finalement, face auquel, qu'on soit victime ou témoin, on ne sait pas la plupart du temps comment réagir. Je reçois pour nous en parler Colline Sevaux de Filaction. Bonjour Colline. Bonjour. Alors, Filaction, vous me dites si je dis pas ça correctement, c'est une association de lutte contre les violences conjugales et sexistes en utilisant la culture et l'événementiel. Elle a été créée en 2004 et vous êtes basée à Lyon. Vous êtes membre de la Fédération nationale de solidarité femmes. Très important pour nous. Nous reparlerons en fin d'émission des formations en ligne que vous proposez. Est-ce que tout ça, c'est bon ? Oui, c'est tout bon. Alors, ma première question, c'était, je voulais tout d'abord savoir, et surtout que vous définissiez pour nous ce que recouvre exactement l'expression harcèlement de rue. Alors, pour moi, la drague, c'est un échange entre deux personnes consentantes, et ça peut être des mots dans la rue plutôt sympas et pas du tout persistants, on va dire. Le harcèlement, pour moi, c'est non consenti, c'est insistant, c'est répétitif, d'une personne la plupart du temps inconnue, et souvent, c'est plein de sous-entendus ou de connotations sexuelles. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, c'est intéressant de voir aussi qu'on peut parler de harcèlement sexuel dans l'espace public pour vraiment montrer que en fait c'est pas forcément que la rue, mais ça peut être un bar, la salle de gym, n'importe quel endroit où il y a, qui est public. Et voilà, vraiment comme vous l'avez précisé, c'est le fait que c'est que dans un sens. Le harcèlement et qu'on n'écoute pas l'autre, on n'est pas dans l'échange, dans la relation comme il pourrait y avoir dans la drague où c'est une rencontre et que ça se fait à deux. Et voilà, le harcèlement, c'est vraiment une personne envers l'autre et je n'écoute pas, l'autre ne m'intéresse pas et je veux vraiment en fait montrer ma domination sur l'autre aussi. Très important parce que dans les violences, c'est un phénomène qui commence parfois par ce genre de choses très gentiment et qui, malgré tout, on peut ne pas le croire, sont déjà des violences. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quand même quelques chiffres, des chiffres autour de ce harcèlement de rue pour qu'on se rende un peu compte un petit peu de la proportion quand même que ça a, s'il vous plaît ? Alors en France, il y a une enquête, un sondage de l'Ipsos qui a été commandé par L'Oréal il n'y a pas longtemps. Il y a 80% des femmes qui vivent du harcèlement ou qui ont déjà vécu du harcèlement sexuel dans l'espace public. Il y a eu aussi une enquête dans les réseaux de transport à Paris où 100% des utilisatrices des transports parisiens ont subi du harcèlement dans les transports. Donc toutes, voilà, donc c'est vraiment impressionnant. Et on sait aussi que dès le plus jeune âge, en fait, dès la préadolescence aussi, les jeunes filles peuvent être touchées très rapidement et de manière aussi assez forte. Ça, c'est quoi, vous dites, vers les collégiennes, 12 ans ? Ouais, en fait, dès la préadolescence, je dirais 11, 12, 13 ans, quoi, collège déjà, et puis lycée, elles peuvent déjà subir ce harcèlement dans l'établissement et à l'extérieur, évidemment. Alors, j'ai lu aussi l'autre jour, et c'est vous aussi qui me l'aviez dit, il y a un pic apparemment de ces attouchements, de ce harcèlement de rue, en tout cas de lieux publics, dans les transports en commun à Paris. On sait par exemple que ce pic, il est à 15 heures. Oui, c'est ça. C'est une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps. C'est en France, c'est pas que dans les transports, le pic de harcèlement sexuel dans l'espace public serait à 15 heures. Donc on se rend compte que c'est vraiment, en fait, c'est pas donc sur la nuit, c'est quand il y a du monde, la journée, quand en fait plus il y a de monde, en fait plus il y a le potentiel harceleur aussi. Donc voilà, c'est aussi ça contrecarre un peu les stéréotypes de la vision qu'on a. Souvent aussi de protéger les jeunes filles de pas sortir tard le soir parce qu'il y a du potentiel danger qui peut exister bien sûr, mais qu'en fait en pleine journée déjà il faut déjà savoir se défendre ou avoir des stratégies d'évitement du harcèlement. Est-ce que vous savez s'il y a des hommes qui subissent du harcèlement ? J'imagine aussi que oui. Est-ce que vous savez ça ou est-ce qu'on parle vraiment d'harcèlement de rue ? Bien sûr, principalement pour les filles et les femmes. Quand on parle de harcèlement de rue, ça veut surtout le harcèlement à caractère sexuel et sexiste, donc surtout sexuel. Donc c'est surtout les femmes en fait qui vont subir du harcèlement dit sexuel, donc elles vont être
harcelées vraiment parce qu'elles sont femmes. Et si elles ont un handicap ou si elles peuvent subir de la grossophobie ou du racisme, ça va être quelque chose qui peut être en plus et qui peut aggraver la situation. Et pour ce qui est des hommes, ils peuvent aussi subir du harcèlement sexuel, mais moins. Et c'est surtout des hommes qui peuvent être de la communauté LGBT, qui seraient notamment perçus aussi pas dans la norme masculine et qui pourraient aussi subir de l'homophobie ou Oui, là, c'est autre chose que de la du sexisme. transphobie. On rentre dans 2 typologies, d'accord. Alors, on comprend que tout ça, ça se passe dans l'espace public. Vous l'avez bien expliqué d'ailleurs, pour dire que ça n'est pas que la rue. Mais je pense que ce qui est plus difficile, c'est de cerner comment ça commence. Donc, moi, je voulais maintenant distinguer avec vous le fait d'être victime ou témoin de ce harcèlement, parce que c'est pas la même chose, et que vous commenciez peut-être par décrire pour nous quand on le veut, effectivement, on comprend qu'on ne sait pas comment réagir. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut commencer par la position du témoin? Quand on est témoin d'un harcèlement, moi, j'ai noté quelque chose qu'on a partagé ensemble l'autre jour. Mais qu'est-ce que vous diriez? Quand on est témoin, on veut agir, on ne sait pas quoi faire. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles les gens n'agissent pas. Vous aviez fait un questionnaire là-dessus, d'ailleurs, l'autre jour, en disant « j'ai peur que ça se retourne contre moi, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas si c'est réellement du harcèlement ». Il y a même des agresseurs qui se font passer pour le petit copain de la jeune fille ou de la femme qui agresse, donc c'est complexe. J'ai peur d'aggraver les choses, j'ai peur de la réaction peut-être violente de l'agresseur. Quand on est témoin, qu'est-ce que vous diriez pour que quand même on fasse quelque chose? Et on viendra après à la technique des 5D. Du coup, quand on est témoin, déjà, il faut se dire qu'on peut quand même agir, même si on n'est pas aussi fort que le harceleur. C'est pas une question de force. C'est souvent, en fait, juste le fait de déstabiliser ou de rendre visible ce qui est en train de se passer, ça peut déjà déstabiliser, du coup, le harceleur et mettre fin au harcèlement. Et se dire qu'il y a quand même aussi du monde autour de nous, qu'on n'est pas seul à agir, qu'on peut demander de l'aide. Donc ça, je pourrais revenir dans les 5D aussi. Et si on trouve quelque chose de pas normal, c'est peut-être que c'est vraiment pas normal, et faire confiance aussi un peu à son instinct, à ce qu'on voit. Et voilà. D'accord, très bien. Oui, c'est très important. Ne pas se dire qu'on ne peut pas faire, ne pas avoir peur parce qu'on n'est pas seul. C'est l'intérêt que ce soit dans un lieu public d'ailleurs. Du coup, inversons le côté négatif de la chose. Voilà. Est-ce que justement, on va revenir tout de suite à cette technique des 5D, elle me paraît très complète. Elle offre apparemment différentes pistes qu'on peut réagir quand on est témoin et qui peuvent nous faire dire, bah si, ok, j'y vais. Alors, les 5D sont distraire, déléguer, documenter, diriger et dialoguer. On va commencer par distraire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour distraire? Distraire, c'est vraiment le fait, on va essayer de créer une distraction. Donc l'objectif, c'est de pas parler du harcèlement, discuter du harcèlement, mais de faire tomber son livre, de entamer une discussion avec la personne directement, avec la personne harcelée, pour vraiment créer du lien avec elle et prendre soin de la personne. Mais c'est déjà un peu la rassurer, et ça peut être faire tomber quelque chose au pied du harceleur et lever la tête et se retrouver face à la victime et lui sourire, lui parler et la mettre à l'aise, tout ça. Donc vraiment distraire et qu'ils ne restent pas que tous les deux dans cette bulle déjà agressive, etc. D'accord ? Ensuite, vous parliez de déléguer. Donc c'est le fait de demander de l'aide à une autre personne proche de nous, à une personne responsable. Donc comme on a dit, il y a souvent du monde autour de nous et à plusieurs, ça peut aussi aider, ou demander quelqu'un qui a de l'autorité peut aussi aider à la situation. Alors, par exemple, je suis dans le bus, il y a quelqu'un qui harcèle une jeune femme. Moi, j'en parle au chauffeur de bus, il ne fait rien. Qu'est-ce que je peux faire? En parler à d'autres personnes du bus? Des passagers comme moi, d'accord. Ouais. Okay. Interpeller, d'accord. Vraiment s'adresser à quelqu'un à côté de moi. Ça peut aller jusqu'à appeler la police si la victime est d'accord. Comment ça se passe? Ça va très loin des fois? Si on voit qu'il y a de l'agression, ça peut vraiment être dangereux, on peut appeler la police et dire et si la victime est consentante et d'accord, c'est important, parce que des fois les personnes ne sont pas forcément en sécurité auprès de la police. Alors, après déléguer, on a documenté. Donc, je veux bien que vous nous disiez rapidement. Donc, c'est le fait de créer des preuves en filmant, en prenant les photos, ou soit de la scène, soit des choses autour de nous, qui seront dessinées après à la victime pour pouvoir l'aider à porter plainte ou à signaler ce qu'elle a vécu. Ça, c'est valable qu'on porte plainte de montrer une petite vidéo sur son téléphone? C'est-à-dire que c'est pris en compte, on vous croit, on vous dit pas que c'est un montage. En tout cas, on pourra préciser qu'on était bien là en tant que témoin et qu'on pourra raconter aussi ce qu'on a vu de nos propres yeux. Oui, d'accord. En plus, c'est vraiment un témoin qu'on appelle oculaire. Effectivement, il y aura la date et l'heure sur le téléphone. Aussi. En plus, ça, c'est important. On est bien d'accord que tout ça, il faut ne pas se cacher de l'agresseur, du harceleur. On le fait à sa vue, quoi. On ne se cache pas pour le faire.
Pour documenter, c'est peut-être, enfin, ça dépend comment on se sent en sécurité. Si une autre personne est déjà en train d'agir, on peut se dire, OK, là, je suis en sécurité pour le faire de manière directe. Mais si on ne se sent pas en sécurité de le faire directement, c'est vraiment selon nous, on peut décider de le faire discrètement aussi. Et alors, effectivement, on disait, quand on est témoin, surtout ne pas prendre ça et le diffuser soi-même sur les réseaux sociaux. Hein, je crois qu'il faut le dire. Ça paraît évident, mais il y a peut-être des gens qui croiront bien le faire, mais pas trop. Alors, diriger maintenant. Donc, c'est le fait de dire quelque chose comme arrêtez ça. Enfin, voilà, vraiment donner un ordre au harceleur pour lui dire que cette chose qu'il fait est mauvaise, que c'est du harcèlement et qu'il faut qu'il arrête tout de suite. Alors, ça peut être quelque chose de vraiment court et le dire de manière forte et claire pour que tout le monde soit au courant autour aussi. oui, c'est ça. Arrêtez, vous voyez bien qu'elle n'est pas d'accord, vous l'importunez. S'il vous plaît, monsieur, arrêtez. Elle vous demande d'arrêter, etc., etc. D'accord, ok. Bon, il va certainement répondre ou il va certainement justifier, voire on en parlait tout à l'heure, il va dire, mais écoutez, c'est ma copine, laissez-moi, etc. Comment faire à ce moment-là pour continuer à le faire arrêter en clair? On coupe court à la conversation et on s'adresse à la victime et on ne parle pas avec l'agresseur. Ouais, d'accord, jamais, jamais on s'adresse à lui. Hein. Non, parce que le débat ne servira à rien. Oui, c'est stérile, d'accord, je comprends bien. Le dernier des dés, c'est dialoguer. Alors là, on est témoin, mais c'est dialoguer avec la victime, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Donc, c'est le fait d'entrer en dialogue, demander si elle a besoin de quelque chose, savoir si elle va bien, si elle veut être accompagnée quelque part. Bon, très bien. Quel est parmi les 5 dés celui qui est le plus souvent utilisé? Vous le savez un petit peu? Non, enfin, disons qu'en fait, il y en a qui sont assez instinctifs et je pense que je sais pas comment dire, mais Distraire, c'est plus facile peut-être, non? oui, en tout cas, dans les formations, la plupart du temps, les gens sont plutôt attirés par le distraire parce qu'il met le moins en danger. Et le déléguer aussi, ok, en fait, on peut aussi prendre soin des autres de cette manière-là sans se mettre en danger. Et c'est vrai que le diriger est un peu moins choisi, mais en tout cas, il est aussi important et mis en place aussi. Ouais. Alors maintenant, Colline, on va voir ce qu'on peut faire quand on est victime, quand on est harcelé. Évidemment, vous en parliez aussi l'autre jour, d'abord avoir de la bienveillance envers soi-même parce que ça n'est jamais de notre faute. Hein, c'est quand même le harceleur qui lui-même a un comportement, on va dire, atypique, agressif, insistant, enfin, etc. On peut aussi, je voulais qu'on en parle, ça me paraît important, Colline, on peut aussi avoir un phénomène qu'on appelle de sidération. Je voulais que vous nous expliquiez un petit peu ce que c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas et qui disent enfin, vous n'avez rien fait, il vous a suivi pendant 2 heures, vous avez appelé personne, attendez, vous étiez plus ou moins consentante dans ce cas-là, excusez-moi madame, etc. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette sidération? Le mécanisme de sidération, c'est un mécanisme en fait où quand on est en danger, où notre corps se met un peu en défense automatique et du coup notre cerveau et notre corps sont en mode vraiment je pause, quoi, je ne sais pas quoi faire, je peux pas réagir et juste on est en mode instinct. Donc c'est pas forcément toujours là qu'on prend les meilleurs, on n'arrive pas forcément à prendre des décisions. Et le mécanisme de sidération, il peut arriver vraiment avec tout type de violence, notamment les viols, où on peut aussi en fait être sous la sidération et ne pas pouvoir vraiment physiquement et mentalement réagir. On est comme paralysé, parfois même on ne se souvient pas bien. Donc effectivement, pour témoigner et porter plainte, c'est compliqué parce que du coup, on est moins cru et en plus, ça paraît bizarre que quelqu'un vive ce genre de traumatisme et ne puisse pas réagir ou ne s'en souvienne qu'en partie. Mais c'est aussi un mécanisme d'instinct de survie où en fait, on peut aussi, en ne réagissant pas, on peut aussi être, des fois en réagissant, ça peut aussi être devenir violent. Et du coup, pour ne pas subir cette violence-là, notre cerveau se met en mode sidération, quoi. Oui, ça peut être quelque chose de protecteur, mais qui protège vraiment. C'est-à-dire qu'au lieu d'attraper ou d'envenimer, d'envenimer la colère ou l'agressivité de la personne en face, c'est ça. Alors, vous parliez de stratégie quand même pour répondre. Apparemment, il y en avait 3. Donc, vous disiez suivre son instinct et écouter ses ressentis. Là, on vient de parler de la sidération, ça tombe bien. Là, j'imagine que le premier ressenti, c'est quand même de la peur et le deuxième, ça peut être de la honte. Donc, comment on peut surpasser ça alors qu'on est au milieu de plein de personnes qui nous voient, même si c'est pas un transport en commun, comment on peut surmonter ça, quoi, pour pas céder et à la peur et à la honte à la fois? C'est important pour pas céder déjà à la honte, c'est de se dire qu'en fait, c'est pas de notre faute ce qu'on vit et que la personne n'a pas le droit de faire ça, que c'est vraiment interdit par la loi et que c'est la personne-là qui est en tort.
Et bon, avoir peur, c'est un sentiment aussi normal, légitime. Et du coup, si on a peur aussi, c'est important de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe, comment je peux agir par rapport à ça, et demander de l'aide autour de soi, et pas hésiter à parler fort, crier, ou dire un ordre au harceleur pour qu'il arrête ce qu'il est en train de se faire. Et en tout cas, voilà, c'est toujours important de légitimer ce qu'on vit et les ressentis qu'on a, et d'essayer de se défendre. Alors, vous disiez aussi qu'il faut en parler, hein, outre alerter tout de suite, il faut en parler aussi pour vider sa colère. Ouais, c'est important de pas avoir honte de ça, et on est beaucoup concernés aussi à vivre ces moments-là, donc c'est important de pouvoir en discuter. C'est des choses violentes qui peuvent être traumatiques, et il faut pas les banaliser. Ça peut vraiment être des traumatismes, donc c'est important de pouvoir en discuter à nos amis, membres de famille, et à un professionnel si on en a besoin. Très bien. Dans la stratégie pour répondre, la deuxième, vous disiez qu'il fallait réaffirmer son espace, donc dire ce que ça vous fait, peut-être interpeller en disant stop effectivement à la personne, impliquer des témoins et puis démontrer le harcèlement. Donc, si vous avez des preuves ou si quelqu'un a créé des preuves, ben, c'est encore mieux. Réaffirmer votre espace. Comment vous argumenteriez un peu plus encore ça? C'est donner un ordre au harceleur en disant arrêtez ça, en disant vraiment ce qu'il est en train de faire, ce que ça vous fait, et dire un ordre clair et ferme. Comment ça se passe? L'espace public, on est bien d'accord, le lieu de travail, vous le considérez comme un espace public, hein? Alors, le harcèlement au travail, dans la loi et dans le cadre légal, c'est encore autre chose. C'est donc spécifique. Donc, parce qu'il y a aussi d'autres choses qui se jouent au travail, donc les rapports de pouvoir, les rapports entre collègues ou de hiérarchie, qui font que il peut y avoir un autre type de harcèlement qui est plus insidieux, et aussi qui peut être plus difficile à éviter et à dénoncer. Donc c'est pour ça que là, c'est important aussi spécifiquement de pouvoir travailler là-dessus et se faire accompagner par des assos spécialisés sur le harcèlement au travail, notamment l'asso AVFT. Voilà, exactement. Je voulais que vous en parliez parce qu'elle est vraiment très bien faite. AVFT, hein, qui veut dire, oui. Et du coup, c'est des personnes professionnelles qui sont juristes, qui travaillent là-dessus au national, et qui peuvent aussi aider. Sur leur site aussi, on peut trouver des informations. D'accord, on le citera encore à la fin parce qu'effectivement, c'est très important. Alors, une autre stratégie pour répondre, c'était de pratiquer la résilience. Vous m'appreniez autre chose, que 94% des victimes en parlent à un ami ou à leur famille. C'est une façon de surmonter ce traumatisme, en tout cas de le rendre réel et d'en faire autre chose, plutôt positif, on imagine. Et aussi le fait de se rappeler que finalement, je suis forte. Dire que j'ai résisté à ça, j'ai pas fait n'importe quoi, je suis vivante, voilà, ça peut arriver à tout le monde, c'est surtout pas de ma faute, évidemment, hein. Qu'est-ce que vous en diriez un peu plus sur cette résilience? Ouais, c'est vraiment important de prendre soin de soi, parce que c'est violences qu'on a vécues, et de faire en sorte de faire quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous plaît, de pouvoir en discuter autour de nous, et de pas se laisser accabler, même si évidemment c'est violent, et c'est important de prendre soin de soi, et si ça nous fait du mal et si c'est dur, c'est compréhensible, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, d'essayer de faire en sorte de ne pas se laisser abattre pour ça, parce que ce serait vraiment malheureux même si ça arrive et qu'on sait qu'il peut y avoir de la dépression, de l'anxiété, à cause du harcèlement qui est régulier, voire quotidien, hein. Donc voilà, mais important de prendre soin de soi et d'en parler autour de soi. Alors, il faut bien rappeler que ça arrive à tout âge, hein, c'est pas parce qu'on ait 15 ans, 25 ans, 75 ans, etc. Malheureusement, ça arrive absolument à tout âge. Une autre arme, moi, à laquelle je pense, parce que je travaille beaucoup sur ce sujet, c'est bien sûr de renforcer sa confiance en soi, mais je dédierai une émission, ou plusieurs d'ailleurs, sur ce sujet, et de prendre conscience de ses propres armes. Juste demander à quelqu'un d'être aidé, c'est une arme. Elle est en dehors de soi, mais et alors, à ce moment-là, effectivement. C'est tout ça des vastes sujets, mais je les détaillerai un peu. Alors, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous savez, chez Fil Action, parce que vous travaillez pas mal sur ce sujet, si on sait, si vous avez fait des sondages, il y a des études qui existent sur le fait que ces harcèlements sont liés relativement souvent, je ne devrais pas dire ça, mais si quand même, à la façon dont la victime est habillée, par exemple, ou à la façon dont la victime se comporte. Alors, j'ai pas les études sur le harcèlement de rue spécifiquement là-dessus, mais en fait, on peut le comparer par exemple avec le viol. Et il y a eu plein d'études ou d'expositions qui ont montré en fait voilà comment j'étais habillée
le jour où je me suis fait violer. Enfin, et Il y a du coup, les on expos voit, là-dessus. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, on voit en fait vraiment que c'est pas une question de tenue, etc. Et ce qui est important de voir aussi, c'est que en fait, peu importe comment on est habillé ou où on est, qu'est-ce qu'on fait, c'est à un moment donné une personne qui décide de prendre le pouvoir et de la domination sur l'autre. Et donc, s'il décide de le faire à ce moment-là et de montrer en fait cette domination sur l'autre et de dénigrer l'autre personne, en fait, peu importe comment on est habillé. Mais ça tient pas à ça, ça tient vraiment au problème qu'a le harceleur d'agir comme ça, notamment en public ou notamment en prenant l'emprise et la main sur quelqu'un pour Mais du faire coup, ce qui est intéressant, c'est c'est pas forcément un problème personnel de chaque harceleur, mais c'est vraiment de lier le harcèlement sexuel dans l'espace public au sexisme en général. Et du coup, pour bien comprendre en fait les racines du harcèlement sexuel dans l'espace public, c'est que il n'est pas de nulle part. Il se nourrit d'une société sexiste dans laquelle on est, où en fait on est éduqué dès plus jeune à avoir certains comportements en tant que fille, en tant que garçon, que quand on se balade dans la rue et qu'on voit des affiches de publicité, enfin, il y a vraiment toutes ces choses-là qui font que, en fait, il y a aussi une femme sur 10 qui est victime de violences conjugales, donc une femme sur 10 qui n'est pas en sécurité chez elle. Voilà, toutes ces choses-là, on appelle le continuum des violences faites aux femmes. Donc le harcèlement sexuel dans l'espace public, c'est une des violences faites aux femmes qui est liée à la société sexiste dans laquelle on vit et qui en a malheureusement beaucoup d'autres. Et surtout, ça continue. On a toujours l'impression que ça va s'arrêter, qu'on en parle, qu'on rentre dans une autre époque. En fait, pas vraiment. Il faut rappeler aussi, effectivement, qu'il y a des femmes à qui ça arrive et qui n'en parlent pas et qui restent traumatisées, choquées ou à qui ça donne certains comportements, notamment vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de leur mari, voilà. Et il faut vraiment, vraiment en parler. Il ne faut pas penser que c'est banal. Il ne faut pas penser que c'est gentil. Voilà. Moi, je me rappelle il y a quelques années d'une étude d'une jeune fille belge qui se rendait tous les jours à l'université et qui avait filmé en caméra cachée tout ce qu'on lui disait tous les matins quand elle passait dans les rues. C'était abominable, abominable. C'était juste quelque chose où elle allait au départ tranquillement à l'université. À la fin, elle avait la boule au ventre et elle se demandait si un jour il n'y en a pas un au passage qui ferait un geste, s'il n'y a pas, ça n'irait pas plus loin un peu plus tard dans la journée, il viendrait il peut la suivre pour voir jusqu'où elle va, etc. C'est pas du tout léger le harcèlement de rue et je trouve que c'est très très bien, que vous parliez de tout ça. Alors justement, on va revenir si vous voulez à l'AVFT, qui veut dire Association des violences faites au travail, c'est ça? Oui, faites vraiment au travail. Voilà, c'est très important parce que c'est un autre sujet et qu'ils sont vraiment spécialisés dans tout ça. Je voulais aussi que vous nous donniez des informations sur les formations que vous offrez, comment on peut s'y joindre. Je rappelle qu'elles sont gratuites, que vous détaillez tous les sujets qu'on a abordés ensemble et bien plus. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Colline? Alors du coup, la formation où on peut apprendre ces techniques et ces méthodes, ça s'appelle Stand-up contre le harcèlement de rue. Donc à la base, c'est un partenariat une formation en tout cas qui a été lancée à l'initiative de L'Oréal Paris. Et du coup, elle a cherché, L'Oréal Paris a cherché en fait des de terrain pour pouvoir investir ce sujet-là. Et il s'avérait que l'ONG Olabac américaine, donc a commencé à travailler sur ces sujets-là depuis 2005 et avait du coup développé ces techniques-là. Donc elles se sont alliées pour lancer ce projet-là au niveau international. Et en France, on a été les premières à lancer en fait le projet. Donc ça va être fait dans d'autres pays bientôt. Et du coup, en France, le Réel et le Olabac sont tournés vers la Fondation des femmes, avec qui on est aussi partenaire, qui s'est tourné vers la Fédération Solidarité Femmes et l'association En Avant Toutes, qui sont aussi mes collègues. Et du coup, on est 3 formatrices de terrain, 2 collègues d'En Avant Toutes et moi-même à Filaction, pour dispenser de ces formations au niveau national. Donc voilà, sur 1 an et demi, on va essayer de former le plus possible de personnes en présentiel et en virtuel, comme vous l'avez fait cette semaine. Voilà. Bon, et dites-moi, allez-y. Donc voilà, donc on a lancé des inscriptions en ligne, donc pendant tout l'été et encore pendant longtemps, on va faire des formations 3 jours par semaine à différents créneaux horaires. Donc c'est possible de s'inscrire. Il y aura le lien donc sur la vidéo YouTube. On va le donner. Et c'est gratuit, ça dure environ 1 heure et c'est ouvert à tous et à toutes. C'est très concret, je peux le dire, pour l'avoir effectivement suivi. C'est très incitatif, il y a des questions, c'est interactif. Il y a une vidéo, évidemment. Là, on n'a pas pu puisqu'on était en radio, même si toutes les deux, on passera sûrement à l'image, mais c'était compliqué d'insérer tout de suite la vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Pourquoi vous êtes engagée sur ce sujet vous-même, Colline? Moi, je travaille à Filaction depuis septembre dernier.
Et en fait, j'ai fait un master en études de genre à Lyon. Et et un peu avant ça, j'étais déjà un petit peu intéressée par les questions de féminisme, d'égalité, de violence faite aux femmes. Et du coup, avec ce master-là, ça m'a aussi permis d'apprendre plein de choses, d'avoir des connaissances, de devenir experte et de vouloir travailler dans une asso qui, d'autant plus, parle des violences faites aux femmes, mais essaie vraiment de faire de la prévention et de la sensibilisation, vraiment passer par l'éducation pour pouvoir éviter ces violences et déconstruire les stéréotypes, déconstruire le sexisme dès le plus jeune âge, où on va direct dans les collèges, dans les lycées, parler de ces sujets-là pour discuter avec les élèves et déconstruire un petit peu les stéréotypes filles-garçons. Faire de la sensibilisation, on n'en parlera jamais assez. Effectivement, moi qui travaille sur les violences, j'en fais par ailleurs. Je vais faire une prochaine émission sur le violentomètre. Les paroles sont importantes, c'est bien ces degrés de montrer jusqu'où ça peut aller. Est-ce que dans votre propre vie, ça a changé quelque chose de découvrir pas ces techniques, mais tout ce travail qu'il y a à faire encore sur effectivement la violence, le sexisme, tous les problèmes de genre en fait? Des fois, c'est un petit peu déconcertant, mais de pouvoir voir la montagne qu'on a en face, mais c'est aussi hyper positif de voir qu'il y a plein d'actions qui sont mises en place et que les personnes sont aussi hyper motivées et que les choses bougent au fur et à mesure et que il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais en tout cas, de travailler ensemble sur ces thématiques-là avec d'autres assos, d'autres structures qui travaillent aussi là-dessus, ça permet aussi d'être positif et de voir aussi que c'est un sujet qui a pris l'ampleur, notamment ces deux dernières années, je dirais, avec MeToo, le comptage des féminicides. C'est vraiment important ce qui se passe en ce moment et je pense que ça va continuer. En tout cas, j'espère. Bon, merci. Je vais vous poser une dernière question. Vous avez quel âge, Colline? J'ai 26 ans. Eh ben, bravo à 26 ans de vous engager autant, de faire autant de choses, d'être sur le terrain de façon très concrète et surtout de mettre à jour et au jour quotidien ce harcèlement de rue. On a tendance à le banaliser, on a tendance à croire que si ça t'est arrivé, tu l'as un peu cherché. Ben non, pas du tout. C'est le début des violences. C'est une forme de violence sexiste. Il faut vraiment le combattre. Je vous remercie encore beaucoup parce qu'on a fait tout ça assez rapidement ensemble et d'instinct, vous m'avez dit oui. Donc, on parle de tout ça. Je mettrai tous vos liens avec notre vidéo sur la chaîne YouTube Radio Alchimie. Merci beaucoup. Continuez, Colline. Et j'espère qu'on se retrouvera pour parler de tout ça un peu plus gaiement peut-être. En tout cas, pour voir que les choses auront bougé. À bientôt et au revoir. Merci, au revoir. Je suis en forme. Je suis retraitée. Je suis une fée. Je suis bavarde. Je suis passionnée. Je suis fleuriste. Je suis féministe. Je suis curieuse. Je suis belle et ronde. Je suis libre. Je suis spontanée. Je suis amoureuse.